Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 26 novembre. À la une de l'actualité, adoption au Conseil de la Nation de la loi de finances 2021, la loi relative à la prévention et à la lutte contre les crimes de kidnapping, également à l'ordre du jour. En séance plénière présidée par Salah Koudjid, président par intérim de la Haute Chambre du Parlement. Situation sanitaire, 1025 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 642 guérisons et 20 décès enregistrés lors du dernier bilan du comité scientifique. Une campagne nationale d'assainissement et de désinfection des structures publiques en cours. Les détails dans ce journal. Journée mondiale de l'olivier ce 26 novembre, zoom sur cet arbre aux fruits consommés dans le monde entier et sous diverses formes. Nous irons également à Tizi Ouzou, une unité de production propose plus de 12 variétés d'olives séchées. On vous propose dans cette édition une escapade en compagnie d'un groupe de cyclisme amateur, une manière de respirer de l'air frais, notamment en cette période de pandémie, tout en gardant la forme. Reportage. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, adoption ce matin de la loi de finances 2021 à la majorité par les sénateurs lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation par intérim, en présence du ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et de membres. Le texte élaboré en adéquation avec une commission préserve tout de même la politique sociale de l'État. Il table sur des prévisions pour 2021 de stabilité du prix référentiel du baril de pétrole à $40, un taux de change du dinar par rapport au dollar à 142,20 dinars, ainsi qu'une croissance de 3,98%. La loi prévoit également une hausse du volume du PIB hors hydrocarbures de 2,42%. Et à l'ordre du jour également le vote de la loi relative à la prévention et la lutte contre les crimes de kidnapping. Activité ministérielle, Sabri Boukhadoum, le ministre des Affaires étrangères, a entamé hier une visite officielle de 2 jours à Abuja, Niger. Situation sanitaire, 1025 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 642 guérisons et 20 décès enregistrés lors du dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Je vous invite à écouter le porte-parole, Dr Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 1025 nouveaux cas, 701 nouvelles hospitalisations, 642 patients guéris, 43 patients en soins intensifs et 20 décès. Avec la déclaration de 1025 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 12 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 25 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 20 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 701 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 50 712 patients guéris, dont 642 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 43 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, comme d'habitude, nous vous disons respectez la santé des uns et des autres, prenez toutes les mesures pour ne pas être infectés. S'il vous plaît, respectez les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et une large opération de désinfection sous la tutelle du ministère de l'Environnement est en cours. Lancée lundi dernier à l'école des jeunes sourds-muets à Ruiba, cette campagne nationale vise l'assainissement et la désinfection des structures publiques tout en sensibilisant au respect strict et des mesures barrières pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le vaccin contre la grippe saisonnière ne protège pas contre le Covid-19, mais peut éviter les complications qui en émanent. À Oran, les centres de santé de proximité ainsi que les polycliniques sont à pied d'œuvre afin d'assurer la prise en charge des patients. Yannis Saïd Belkacem. Ici, dans ce centre de santé de proximité Ibn Sina à Oran, les malades hors Covid continuent leurs soins.
La prise en charge se fait dans le respect total des mesures barrières contre la Covid-19, ce qui rassure de plus en plus les habitants de la région. Nous sommes pris en charge à tout moment dans ce centre. Nous sommes contents. Je suis rassuré de savoir que les services sont actifs. En plus, tout est désinfecté. C'est dans le respect total des mesures de prévention et avec beaucoup d'attention que nous recevons nos patients afin d'éviter la propagation du virus. Les précautions. Chaque jour, au minimum, au moins, le mouvement de la population malade, ils ont environ de 600 par jour parce qu'il y a l'unité 6 de la psychiatrie et on a tous les moyens locomotives, labo, la H24, la radio H24, les consultations H24 parce qu'on a assez d'exigences de la région. C'est aussi le cas dans la polyclinique Al Aqid. Tous les moyens sont mis à la disposition des patients. La prise en charge est disponible de jour comme de nuit et le vaccin antigrippal est aussi disponible. Je suis rassuré de savoir que le vaccin antigrippal est disponible. Le service est fonctionnel 24 heures sur 24, avec la disponibilité de tous les soins nécessaires, tels que le vaccin antigrippal ainsi que la PCR. Même si la prise en charge est assurée dans certains centres de santé de proximité, la vigilance et la prévention doivent prévaloir pour endiguer ce virus. Et en prévision des versements des pensions de retraite, la ville de Ouargla a aménagé la salle Omnisport pour recevoir les clients de la Poste. Cette initiative temporaire permettra de contrôler le flux de personnes et mieux faire respecter les mesures barrières. Mariam Damis. La salle Omnisport de la wilaya de Ouargla a été aménagée et entièrement transformée en bureau de poste en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports pour permettre aux retraités de retirer leur pension. Une initiative qui allège le débordement et les files d'attente interminables pour les personnes âgées en ces temps de pandémie. C'est une bonne initiative, même si elle a été prise un peu en retard. Nous avons beaucoup souffert durant la période de confinement. Ça m'a pris 6 heures de temps pour retirer mon argent. Il y avait beaucoup de monde. Dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, nous avons pris l'initiative d'ouvrir une annexe au niveau de ce complexe dédié aux personnes vulnérables pour qu'ils puissent retirer leur pension en toute sécurité. Nous sommes ici pour orienter et assister les personnes âgées. Ces nouvelles mesures viennent réduire le flux important des clients au niveau des bureaux de poste et diminuer ainsi les risques de transmission au coronavirus. D'habitude, je passe toute la journée au bureau de poste pour retirer mon argent. Une fois, je suis sorti à 5 heures du matin. J'ai retiré mon argent avec ma carte magnétique et ça m'a pris 40 minutes. Nous avons beaucoup souffert depuis l'apparition du coronavirus. Je passe à peu près 4 jours à changer de bureau de poste pour retirer seulement 10 000 ou 20 000 dinars. Le respect des gestes barrières en toutes circonstances est pour le moment le seul moyen pour freiner la propagation de la Covid-19 et préserver la santé de tous. Et dans un souci d'économiser de l'énergie, la wilaya d'Alger a lancé une opération de substitution des lampes habituelles par des lampes à LED. 19 communes sont concernées et 12 principaux axes routiers. Yannis Saïd Belkrassi. Remplacer les anciennes lampes de sodium par de nouveaux luminaires en LED, un projet de modernisation lancé depuis plus d'1 an dans la capitale, entrepris par les services de la wilaya d'Alger. Une opération qui concerne en premier lieu 19 communes de la wilaya et 12 axes routiers principaux. Cet éclairage en LED permet de réaliser des économies substantielles, soit 35% de gains financiers, mais pas seulement, il permet aussi de réduire la pollution. Fouad Bourroud, chef de département à l'entreprise de réalisation et de maintenance de l'éclairage public, nous explique la différence et l'avantage des luminaires en LED. Donc on passe du sodium à un éclairage LED. Donc à titre d'exemple là, c'est un luminaire avec une lampe sodium 250 watts avec une couleur jaune qu'on passe à un luminaire de type LED 200 watts. La différence entre les deux luminaires est qu'on passe d'une puissance totale de consommation de 320 watts à 200 watts.
C'est-à-dire on aura avec une efficacité lumineuse qui passera de 90 à 130. L'usage de ces lampes luminaires a permis d'enregistrer une baisse de consommation journalière qui était de 49 500 kW à 33 000 kW, soit une économie d'énergie de 16 500 kW. Le but de ce programme est de passer d'une puissance moyenne par point lumineux d'une diminution de 100 watts. Donc, qui va permettre une économie d'énergie sur la consommation d'environ, sur l'ensemble d'Alger, de 16 500 kW. Donc, mis à part la consommation, la pollution, et on aura un gain financier d'environ 35%. Indice de couleur plus intense et forte avec une puissance inférieure, ces nouveaux LED lumineux ont une durée de vie aussi plus importante que les lampes de sodium. Le rendu de couleur, donc on passe de 25 à 70 et une durée de vie qui va passer de 8000 heures avec une lampe sodium à 50 000 heures. Donc de 2 ans à un équivalent de 5 à 10 ans. Ce qui permettra de réduire considérablement le prix de la maintenance, de consommation énergétique, mais aussi de moderniser l'éclairage public grâce à un budget de 4,5 milliards de dinars. Ce projet de modernisation d'éclairage public touchera le reste des communes de la wilaya qui compte 165 000 points lumineux. Journée mondiale de l'olivier ce 26 novembre, l'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir cet arbre aux fruits consommés dans le monde entier et sous diverses formes. En Algérie, la production des oliviers a dépassé les 10 millions de quintaux en 2019. Bouchra Bouali. Étendus sur plus de 500 000 hectares à travers le pays, les oliveraies ont produit en 2019 pas moins de 10 500 000 quintaux d'olives. Une production prometteuse portée par des wilayas leaders en la matière, à l'instar de Béjaïa, de Djidjel ou encore de Tizi Ouzou. La wilaya de Tizi Ouzou est connue pour sa production d'huile d'olive. La surface plantée est de 39 000 hectares et permet chaque année de produire entre 10 et 12 millions de litres. Nous sommes parmi les leaders mondiaux. Nous occupons la 5e place mondialement. Durant la saison, nous cueillons les olives, nous les lavons, puis les laissons fermenter. Nous obtenons après cela, tout au long de l'année, des olives violettes, des olives dénoyautées ou encore coupées. Très prisé, ce fruit est consommé tel quel ou transformé en huile de table. Il est également destiné à l'exportation et à l'industrie de transformation. Dans cette huilerie moderne, par exemple, l'huile d'olive est produite selon les normes internationales. Notre huile est d'une grande qualité car nous n'utilisons pas de produits chimiques et pas d'engrais. Elle est naturelle et donc bio. La plupart de la production est commercialisée localement. Nous fournissons 8 wilayas limitrophes. Nous avons pris l'initiative d'exporter à Dubaï et au Canada. Avec 30 milliards de dollars de recettes annuellement, l'oléiculture représente 5% de la production agricole, un pourcentage que les oléiculteurs espèrent augmenter et contribuer ainsi à l'émergence d'une économie moins dépendante des hydrocarbures. Direction Tizi Ouzou dans l'unité de production Bella Asla. Cette dernière propose plus de 12 variétés d'olives séchées et couvre les besoins de pas moins de 8 wilayas. Entre transformation et conservation, les techniques les plus modernes sont utilisées. Yibol Yousfi. Pas moins de 12 variétés d'olives séchées sont produites dans cette unité de transformation de Tizi Ouzou, l'une des plus importantes de la wilaya. Une unité qui puise sa matière première exclusivement des vergers de la région. On travaille principalement avec une variété d'olives appelée Chemlel. C'est une variété qui convient très bien au climat de la région. Elle est d'ailleurs la plus répandue dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle représente pas moins de 95% du verger de la région. Cette unité de transformation compte jusqu'à présent plus de 20 employés. Des employés qui utilisent les techniques les plus modernes en matière de conservation et de transformation, répondant par la même occasion aux normes internationales. Nous souhaitons agrandir notre entreprise et en faire l'une des plus importantes sur le territoire national. Nous pensons même à créer notre propre plantation d'oliviers. En plus de répondre aux besoins du marché national, l'unité de transformation Bella Asla a déjà commencé l'exportation de ses produits vers l'étranger. Entre le Canada et Dubaï, leur prochain objectif est de devenir l'un des leaders du marché international.
Dans le reste de l'actualité, l'Association nationale des journalistes algériens solidaires avec le combat du peuple sahraoui pour l'indépendance a vu le jour hier à Alger. Son objectif, médiatiser davantage la cause sahraoui, le combat du peuple pour son droit à l'autodétermination. Nakhla Al-Arbi. Depuis quelques jours, soit depuis la violation de l'accord de cessez-le-feu et l'agression au niveau d'El Gargarat, l'occupant marocain mène sur la toile notamment une véritable campagne de désinformation médiatique. Les membres du réseau des journalistes algériens de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance, créé officiellement aujourd'hui, estiment qu'il est urgent de réhabiliter la vérité et de mettre à nu les exactions commises par le régime de Rabat contre les civils sahraouis. Cette offensive à travers la toile ou à travers les médias qui sont carrément dans le mensonge et la désinformation, justement pour occulter le combat des Sahraouis ou bien toucher à la légitimité du combat des Sahraouis. Aujourd'hui, cette association se fixe un rôle, c'est celui de contrer cette offensive et de réhabiliter la vérité. La mission principale aujourd'hui, c'est lutter, c'est mettre en exergue la vérité. Il y a la vérité qui est enterrée. Cette association est là pour rappeler toujours quelle a été l'action de ce Makhzen. Il sert les intérêts de qui? Il ne sert pas les intérêts du peuple marocain, il sert les intérêts de puissances étrangères et une partie de la population marocaine. Pour appeler les choses par leur nom, il sert les intérêts de la bourgeoisie marocaine. Point à la ligne. Le directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale a souligné l'importance d'apporter des éclairages historiques, ajoutant que l'agression marocaine contre les civils sahraouis ne sert pas les intérêts du peuple marocain, pas plus qu'elle ne sert le Maroc. Est-ce que cette action sert le Maghreb? Non. C'est une action qui divise la région, c'est une action qui déstabilise la région. Il faudrait apporter tous les éclairages nécessaires pour que les citoyens de notre région soient au fait de la situation. L'Assemblée constituante convoquée aujourd'hui marque la naissance officielle d'une association créée en 2015 suite à la mobilisation des journalistes algériens en soutien aux militants des droits de l'homme sahraouis victimes de violences dans les territoires sahraouis occupés. Un groupe de journalistes avait créé ce qu'on appelait à l'époque le Club Tifariti. Club Tifariti, c'est plusieurs journalistes de différents médias, donc privés, indépendants et publics, qui ont décidé à un certain moment, vu qu'ils s'intéressaient beaucoup à la cause sahraoui, de se mettre ensemble et de pouvoir activer, être en contact beaucoup avec des journalistes à l'étranger. Il s'avère que l'Algérie est le pays qui est en quelque sorte la tribune médiatique du peuple sahraoui, de sa cause. Donc il était important que des journalistes puissent s'organiser pour donner encore plus de qualité justement à cette médiatisation. Donc ce qui s'est fait pendant un certain moment à travers le Club Tifariti, et maintenant nous sommes passés à une nouvelle phase. L'intérêt aujourd'hui, c'est juste pour avoir un cachet officiel vis-à-vis des autorités pour organiser des réunions et le dire haut et fort notre position par rapport à la lutte des chefs sahraouis, du peuple sahraoui. La création officielle du réseau des journalistes algériens de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance vient à point nommé pour faire connaître la cause sahraoui et par là même faire face et contrer la campagne de médiatisation mensongère menée par le régime marocain. Je les en félicite. L'autre objectif de cette organisation algérienne non gouvernementale est de fédérer les actions, notamment au plan international, et d'exploiter tous les supports médiatiques pour briser le blackout imposé par Rabat et faire connaître la lutte légitime d'un peuple pour son autodétermination et son indépendance. Dans les territoires occupés sahraouis, les opérations militaires se poursuivent après l'agression marocaine le 13 novembre contre des manifestations pacifiques sahraouis à Al-Gargarat. Hier, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui en Algérie a commenté les dernières déclarations du porte-parole du secrétaire général de l'ONU sur la nécessité d'éliminer tous les obstacles à la reprise des négociations. Des obstacles qui concernent le Maroc à l'origine de l'effondrement du processus de paix, a affirmé Abdelkader Taleb Omar, pointant le laxisme de l'organisation onusienne. Il précise également à ce titre que c'est le Maroc qui ouvre des ambassades en violation du droit international dans les territoires sahraouis occupés.
Lancement imminent par l'armée éthiopienne de la phase finale de son offensive dans le Tigré. Le Premier ministre éthiopien avait lancé un ultimatum aux forces de cette région dissidente du nord du pays. Ahmed Abiy a aussi affirmé que les civils seraient épargnés et que des centaines de combattants s'étaient déjà rendus. Depuis le début de l'offensive, plus de 40 000 réfugiés tigréens ont rejoint le Soudan voisin. On dénombre plus de 60 millions de cas de Covid-19 dans le monde et plus d'1 400 000 décès. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec des records de contamination en Corée du Sud et en Allemagne ces dernières 24 heures. Et cette triste nouvelle, la légende du football Diego Maradona s'est éteint hier à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. L'Argentin est décédé dans la banlieue de Buenos Aires. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Les hommages nationaux et internationaux n'ont pas cessé d'affluer depuis l'annonce. Des marques de respect venant de personnalités politiques, du monde du sport et autres parmi elles. Le roi Pelé a exprimé sa tristesse après la mort de son grand ami. Le club de Naples également, qui a connu son âge d'or avec Diego Maradona, a salué hier la mémoire de la star argentine d'un Ciao Diego sur les réseaux sociaux. Le maire de Naples a lui proposé de donner le nom de Diego Maradona au stade de football de sa ville. Et malgré une vie tumultueuse, pas toujours exemplaire, Diego Maradona, champion du monde en 86, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, a fait vibrer la planète. Portrait par Liad Belkhadim. J'ai 2 rêves, disputer la Coupe du Monde et la gagner. Ces mots sont del Pibe del Oro, Diego Maradona à l'âge de 12 ans. Ces 2 rêves, il les réalisera en 1986 au Mexique, lors d'un mondial de haute volée avec l'équipe d'Argentine. Il sera décisif avec l'Albiceleste à 10 reprises avec 5 buts et 5 passes décisives, et tout cela en 7 rencontres. Mais c'est surtout son match contre l'Angleterre en quart de finale qui forgera la légende. Dans ce duel rendu bouillant par l'affrontement de 2 pays au Malouine, le malicieux Maradona marquera d'abord de la main, geste qu'il qualifiera plus tard de main de Dieu, avant de dribbler victorieusement toute l'équipe adverse. Ce but a d'ailleurs été consacré comme le plus beau but du XXe siècle par la FIFA en 2002. Malgré un mondial espagnol en 82 complètement raté et une Coupe du Monde 90 perdue en finale, et marqué par les sifflets italiens à son encontre, Diego Maradona, avec ses 34 réalisations en 91 sélections, a aussi été élu meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde par le magazine américain Times, devant Pelé et Beckenbauer, excusez du peu. Idole en Argentine, Diego l'est également à Naples, en Italie, qu'il l'avait transféré pour un montant record à l'époque, 7,5 millions de dollars. Accueilli par 75 000 personnes au stade San Paolo de Naples, lors de l'été 84, il doit vite s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Entre 87 et 90, il est au sommet de son art. Il remporte le doublé, Coupe Championnat en 87, sacré meilleur buteur de la Serie A en 88. Il gagne la Coupe de l'UEFA en 89, première fois pour le Napoli, avec une note de 10 sur 10. Dans la Gazzetta dello Sport, c'était en finale contre Stuttgart, puis encore une Scudetto en 90. Maradona, c'est aussi des frasques extrasportives. Cette grande carrière a été jonchée de frasques sur les terrains et en dehors, car à l'inverse de l'autre idole argentine, Lionel Messi, Diego était tout sauf lisse. En 91, il a été contrôlé positif à la cocaïne après un match joué avec le Napoli contre Bari. Suspendu 15 mois, il rentre en Argentine où il écope de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue. Lors d'un contrôle de police, quelques semaines plus tard, à 34 ans, il a encore été contrôlé positif à plusieurs types d'éphédrine, une substance de dopage cette fois-ci, à l'occasion d'un Argentine-Nigeria. C'était lors du Mondial 94. En fin de carrière, Maradona ne sera toujours pas calmé. Lassé par des journalistes, en février 94, il les menace avec une carabine à air comprimé, ce qui lui vaudra 2 ans de prison avec sursis. Passé aux côtés d'hommes politiques sud-américains, sa fin de vie était aux côtés de personnages symboliques et emblématiques comme Castro, Morales ou Chavez. Sa retraite fut très engagée auprès de peuples opprimés. Poursuivi par le fisc italien, il passera plus de temps en cure de désintoxication et d'amaigrissement, ainsi que sur les plateaux de télévision qu'au bord d'un terrain de football, où sa carrière d'entraîneur ne sera malheureusement pas à la hauteur de celle du joueur. Pour les puristes, il y aura un avant et un après Diego. Avec Maradona, le football est plus qu'un sport.
c'est un art singulier qui vient de perdre l'un de ses plus grands créateurs. Voilà pour ce portrait de la légende du football Diego Maradona qui s'est éteint hier à l'âge de 60 ans. Et on vous emmène à présent en balade à vélo avec un groupe de cyclistes amateurs. Une manière de respirer de l'air frais, notamment en cette période de pandémie, tout en gardant la forme. Feli El Hamdi les a accompagnés lors d'une escapade à Shri'a. Faire du vélo ou marcher dans la nature, éveiller les sens, respirer. Les promenades en forêt ont de multiples vertus. Rien de tel en cette période de pandémie de coronavirus. La nature, l'air pur et la liberté. مع المرض ان شاء الله ربي يعافينا وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. عندنا دائما لي زادمين تاع الجروب تاعنا هما اللي يجيروا الحاله. عندنا لا ديستونس بيان سور لي بافيت توجور عندنا، الجال تاع اليدين عندنا. ودي فوا هما اللي يخيروا الديستيناسيون وين. لازم لك ايامات هكا في السمانه تخرج دير فيهم سبور. هنا هذاك سبور نديرو في الفيلو. عندنا اون جور بار سيمان نخرجوا نديرو نتلاقاو جماعه هكا ونخرجوا. هذا ماك. حابين نجيبوا لا جونيس نحوا لهم هذاك الفيد اللي في حياتهم. سي عباك دوكا ما كاينش، ما عندناش ماناش نهضروا على الدوله ولا من نهضروا حنا نقولوا ما كاينش لي زانفراستركتور لي جون يقدروا يخرج ديك الطاقه اللي فيه، يخرج ديك الزعاف، يخرج ديك الانرجي ديبوردونت. عباك كاين اللي عنده انرجي ديبوردونت ما كاينش وين يخرجها، تلقاه يروح للطريق العيانه. حنا واش درنا؟ حنا اون فولو كريي ان جروب اللي نجيبوا لا جونيس هذيك. ما نقولوش لا جونيس المليحه ولا حنا كاع ملاح، حنا عندنا كاع ملاح. ميم هذاك اللي جو سي با واش يدير، حنا كاع ملاح، حنا كاع نقولوا بلي ملاح. برك عنده انرجي راحت اطراف. حنا نعاودوا نجيبوهم يخرجوا معنا. une bonne ambiance. Chaque vendredi on organise des sorties. وعلاش؟ باسكو لو ستريس هذاك تاع السمانه كل واحد وخدام. رانا عباك لو ستريس تاع الكونفينمون، سورتو الكونفينمون داير لنا ستريس بزاف في حياتنا. الوغ واش نديرو لو فوندردي نخرجوا هذاك كاع لو ستريس، يخرج كاع، لازم يخرج باش كي ديماري لو ساندي ديماري دي نوفو سوفل. فوالا تلقى لي هذيك السمانه تلقى ليها بيان. Aller respirer dans la forêt aide à renforcer le corps, l'organisme et les poumons. Pour information, chaque vendredi, on organise une sortie تاع الهوات الدراجات العفرون les cyclistes. Et éventuellement, chaque lundi de la semaine, il y aura automatiquement une réunion pour désigner l'endroit et pour organiser la sortie du vendredi. Alors comme ça, tout le monde sera au courant vis-à-vis la page de notre groupe. Alors pour les sorties, chaque semaine, on décidera où aller avec une seule sortie. Une sortie, des fois on fait une sortie de longue distance et la semaine prochaine une sortie à moyenne distance. أنا راح نديرو الشوا اليوم. alors جبنا واحد تشكتوكا ترك تجي اكومباني مع الشوا. سي بور سا بور ايفيتي الماكله تاع برا. ما يخفاش عليك حنا خدامين في لا سومان، نجو فان سومان هذه نديجاجيو ونحو ستريس هذاك مع الكونفينمون هذا اللي ان شاء الله من برقانه تاعكم ربي يرفع علينا الوباء هذا ان شاء الله. تسمى نديستريسيو شويه صافا نجوزو ان بون مومون. ما نكذبش عليك، لو فات اللي تدخلي نهار الاول المجموعه chaque semaine تسناي في هذاك النهار بفارغ الصبر كما نقولوا. Se connecter à la nature permet de se déconnecter du quotidien et plus largement de contrôler ses émotions, de s'apaiser et de se ressourcer. Cette balade de santé exige un équipement obligatoire, dont des gants, des casques et des protège-genoux, sans oublier bien sûr bavettes et distanciation. Mais comment les arbres peuvent-ils nous faire autant de bien? Les scientifiques ont que la fréquentation des arbres diminuait le taux de cortisol, un indicateur de stress
donner un coup de fouet à notre système immunitaire. L'air frais est vraiment bon pour la santé. Les promenades en forêt feront toujours du bien. Voilà, avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Haribi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne journée sur Canal Algérie.